Bonjour mesdames et messieurs et bienvenue à ce 4e épisode de Sur ce, bonne soirée, le podcast québécois en termes de sport et de faits divers. Je suis votre hôte Raphaël et je suis en compagnie de mes co-animateurs Étienne, Jérémy et Chloé. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Donc pour ce 4e épisode, nos sujets seront tout d'abord la Premier League britannique de soccer pour la saison 2023-2024. Suivi pour notre rubrique Faits divers, qui est surtout une rubrique de culture cinématographique, nous allons parler de V pour Vendetta, le film de super-héros basé sur la BD du même nom. Donc tout d'abord, pour la Premier League, les classements, le top 5 présentement compte Liverpool en première position, suivi de Manchester City en deuxième place. Ensuite, en troisième place, nous avons Arsenal, et pour combler le top 5, nous avons Tottenham. Et finalement, en 5e place, nous avons Aston Villa. Quelques sujets dont nous allons parler incluront les problèmes de Everton, le départ de Klopp en tant que manager de Liverpool, ainsi que la surprise de Luton qui a compté 8 buts en 2 matchs. Merci Raphaël. Moi, je vais continuer à vous parler du classement. Donc, comme Raphaël a dit, en première position, nous avons Liverpool, puis en deuxième position, nous avons Man City. Manchester City ont joué 23 matchs, ils ont 52 points, tandis que Liverpool, ils ont joué 24 matchs, puis ils ont 54 points. Moi, je dis que Man City, s'ils gagnent le prochain match, puis que Liverpool, ils perdent un match, Man City vont les dépasser. Puis Man City peut-être une deuxième victoire consécutive de la Premier League. Sinon, moi, j'aurais tellement aimé ça que Tottenham y gagne, parce que j'aime beaucoup le joueur Richarlison, c'est un de mes joueurs favoris. Puis Man City, je trouve qu'ils ont plus de pouvoir parce que Kevin De Bruyne est revenu, puis il y a 2-3 matchs, il a fait un fou retour avec beaucoup de points. Puis que Erling Haaland aujourd'hui, il a marqué 2 buts. Donc Erling Haaland est back, Kevin De Bruyne est back. Ça fait que ça va être difficile pour Liverpool. Mais Liverpool a quand même Salah, mais il est blessé en ce moment. Fait qu'on verra. Vous en pensez quoi du classement présentement? Dans le top 2, c'est extrêmement serré. Dans le top 2, avec Liverpool en première place, Manchester City en 2000 place, ça va être... d'ici la fin de la saison, ça va être extrêmement serré. Je suis pas mal convaincu. Si Liverpool continue à rester constant, si Manchester City continue sur leur série de victoires qu'ils ont actuellement, ça va être extrêmement serré. Puis de mon côté, Liverpool, j'espère sincèrement qu'il va gagner la Premier League parce que c'est quand même le départ, de Jürgen Klopp ça va être sa 8e ou 9e saison avec le club. Puis Jürgen Klopp a tellement des stats fantastiques avec Liverpool. On parle quand même de 525 matchs, 322 victoires. 322 victoires, c'est 61%. 61% des matchs qu'il a joués en tant que manager ont été des victoires. 104 matchs nuls et seulement 99 défaites, incluant celle de la semaine dernière. Puis on parle de 1115 buts pour 54 buts contre. Fait que c'est absolument phénoménal ce que Jürgen Klopp a réussi à accomplir avec Liverpool. Il a gagné la Premier League avec eux il y a quelques années. Donc, s'il peut le faire une deuxième fois pour clore ça avec Liverpool, ça serait pour de vrai un vrai conte de fées. Personnellement, moi, rien qu'en regardant les points, je dirais que Tottenham, au mieux, pourrait atteindre la 3e position pour dépasser Arsenal. Est-ce qu'ils pourraient atteindre la position de Manchester City? J'en doute, parce qu'ils ont un écart de 5 points. Alors de là à dire est-ce qu'ils pourraient rejoindre Liverpool, impossible. Ils ont un écart de 7 points en comparaison. Donc oui, je dirais qu'au mieux, Tottenham pourrait dépasser Arsenal s'il continue sur une bonne lancée, ou même gros miracle, il pourrait peut-être atteindre la position de Manchester City. Mais ça, j'en doute fort. Mais si on se rappelle, en début de saison, quand ça a commencé, Tottenham avait commencé vraiment en force. 6 victoires consécutives, avait aucune défaite. Ça s'est gâté par la suite, puis malheureusement, ils n'ont pas été capables de rester constants. C'est la même chose pour Arsenal, je dirais. Ça fait 2 saisons, si on se rappelle, même la saison dernière avait commencé
très très fort. Puis comme cette saison, autour du mois de novembre, du début novembre, ils ont commencé un peu à s'écrouler. Puis l'année passée, Man City a pris le relais. Cette année, pour le moment, c'est Liverpool. Mais comme Chloé nous a mentionné plus tôt, Man City ont encore un match en main sur Liverpool. Et ça va jouer à ce match en main, peu importe ce qui va se passer jusqu'à la fin de la saison. Ce match en main de Man City, c'est le match qui peut faire la différence entre soit Liverpool ou Man City pour la victoire cette saison. Mais tant qu'à parler du classement, on va parler de ce qui se passe avec Everton rapidement. On sait qu'Everton, plus tôt dans la saison, ils ont été déduits de 10 points. Donc, ça a été pour la plupart une surprise. Il n'y avait pas beaucoup eu d'annonces sur le fait qu'il y avait une enquête à l'interne sur Everton. Dans le fond, ce qui s'est passé, c'est que dans la saison 21-22, le plafond de perte au niveau monétaire de la Premier League était de 105 millions de livres. Puis Everton ont dépassé le cap. Ils ont perdu 124,5 millions. Donc, c'est une règle dans la Premier League. Tu ne peux pas dépasser le plafond de perte. Puis malheureusement, vu qu'ils l'ont dépassé, ils se sont vus déduire 10 points. Donc, ça va être intéressant de voir dans le futur parce que et Man City et Chelsea aussi sont sous investigation. Mais la différence entre les trois équipes, c'est que Everton avait une infraction, tandis que Man City en ont plus de 100. Donc, est-ce que ça va être intéressant de voir si la Premier League, malgré que Man City, c'est une équipe qui est vraiment en puissance, va être mis à l'amende de la même façon et pire, parce que c'est beaucoup plus d'infractions qu'ils ont. Ça va être intéressant de voir. J'ai vraiment hâte de voir si vraiment le comité de la Premier League va vraiment y aller d'une sanction très sévère contre Man City ou bien laisser passer parce que ça va être c'est un club qui est vraiment puissant dans la Premier League et on peut le dire, c'est un des 3 meilleurs clubs de la Premier League. Si Everton n'aurait pas fait ce mauvais coup, ils seraient présentement en 13e position, juste en dessous de Fulham, mais en ce moment ils sont en 18e position, ça veut dire qu'en ce moment ils sont en train de se faire reléguer vers la Championship avec Burnley et Sheffield. Donc, on verra un peu parce qu'en haut d'eux, il y a Luton. Luton qui ont 20 points. Puis, ils ont un match de moins en plus qu'Everton. Fait que moi, je dis que malheureusement, Everton va se faire reléguer. Ça fait 2 saisons de suite que c'est sensiblement la même chose pour Everton aussi. L'année passée, il a fallu attendre au dernier match de la saison où Abdoulaye Doucouré a marqué un but qui a permis à Everton de sortir de la zone de relégation au dernier match. À la 38e journée. C'est triste quand même pour Everton. Il y a quelques saisons de ça. Everton était dans le au moins top 6 des équipes de la Premier League avec tous les grands clubs. C'est vraiment étrange. Disons qu'il y a eu des décisions un peu bizarres aussi de prix. Donc le fait d'avoir, comme j'ai dit plus tôt, enfreint le règlement, ça a fait en sorte aussi que ils n'ont pas pu amener plusieurs joueurs cette saison. Un des seuls joueurs qui sont recrutés durant l'été, c'est Ashley Young. Ashley Young, il a 39 ans. Donc, pour une équipe qui veut espérer à quelque chose en Premier League, 39 ans, écoute, Ashley Young est encore capable de jouer, mais je veux dire, c'est pas... tu peux pas aller bien loin à 39 ans avec un Ashley Young son prime est dépassé depuis bien longtemps. Si on regarde exactement, comme Chloé a dit, Luton Town, juste devant Everton, et je tiens à souligner que Luton Town, au début de la saison, il n'y a pas grand monde qui pensait qu'il aurait pu même gagner un match en Premier League. Et puis, lors des 7 derniers matchs, ils ont vraiment montré à tout le monde qu'ils étaient du niveau de la Premier League. Donc, on parle de ces 3 victoires, 1 nulle et 2 défaites à leurs 7 derniers matchs. 11 points sur une possibilité de 21 depuis le 23 décembre. Donc oui, aujourd'hui, malheureusement, ils n'ont pas été capables de battre la dernière équipe au classement Sheffield. Sheffield qui a réussi à gagner 3-1. Mais avant ça, il ne faut pas oublier que Luton avait marqué 8 buts en 2 matchs, avait vraiment tout donné contre Newcastle dans un match nul de 4-4. Puis juste avant, avait gagné un match très surprenant pour plusieurs, mais avait gagné par la marque de 4-0 contre Brighton.
Donc, ça va vraisemblablement, la bataille pour la dernière place de la relégation, ça va être entre Everton et Luton, parce que je pense pas que Sheffield et Burnley vont être assez capables de se ramener au classement pour essayer de rester en Premier League la saison prochaine. Ça va être vraiment une bataille entre Luton et Everton. Ça va être très intéressant. Moi, je pense que entre les deux, c'est sûr que c'est Everton qui a plus à perdre que Luton. Si Everton est relégué en Championship, ça va être désastreux pour les fans et pour l'équipe au complet qui, depuis 2 saisons, vraiment tentent le tout pour le tout, mais n'ont pas assez d'effectifs et n'ont pas assez de moyens pour s'en sortir. Moi, je voulais juste faire une petite parenthèse, c'est que Luton, eux, ils viennent d'arriver dans la Premier League. L'année passée, ils étaient dans le Championship. Donc, c'est vraiment surprenant qu'ils sont capables de battre Everton, Burnley puis Sheffield, dans le classement. Ouais, vraiment. Mais faut pas oublier, les 3 derniers du classement à chaque saison, normalement, c'est les 3 qui sont montés de la saison précédente. La plupart du temps, c'est ce qui arrive. Sheffield, une année, sont en Premier League et ils se font reléguer, ils reviennent l'an d'après. C'est comme si Sheffield, Burnley... Sheffield revient souvent. C'est comme si Sheffield est trop bon pour le Championship, mais pas de calibre pour la Premier League. Quand même. Ça va être intéressant, mais... Si j'avais une petite prédiction à faire, j'ai vraiment peur qu'Everton s'écroule vraiment puis qu'ils doivent disputer la Championship l'an prochain. Sur une autre topic en parallèle, les meilleurs buteurs de la Premier League présentement. Nous avons Erling Haaland avec 16 buts, suivi de Mohamed Salah avec 14 buts, qui présentement, comme on l'a dit précédemment, est malheureusement blessé pour le prochain mois. En 3e position, nous avons Dominic Solanke. Pardonnez-moi si je butcher les noms. Ensuite, en 4e, on a Son Heung-min, que je crois qu'on avait mentionné il y a quelques instants. Et en 5e position, nous avons Jarrod Bowen, en 5e. J'aimerais me diriger vers Erling Haaland, mais plus précisément vers Man City, qui, comme j'ai dit précédemment, est sur une très très belle stretch de victoire. Mais j'aimerais surtout parler de Kevin De Bruyne, qui justement a fait son retour finalement cette saison. Puis écoute, Kevin De Bruyne qui a déjà 1 but, 4 passes, pour un total de 5 points en 5 matchs. Puis je réfléchissais à ça l'autre jour, j'étais comme... Kevin De Bruyne, je pense qu'il est vu comme un des meilleurs, si c'est pas le meilleur milieu de terrain de l'histoire de la Premier League. Puis la Premier League a connu énormément de grands talents, de grands joueurs, de grandes légendes. On parle de Paul Scholes, de David Silva, Yaya Touré, N'Golo Kanté, David Beckham, James Milner, Luka Modric, Jordan Henderson, Fernandinho, name it. Puis ça, c'est seulement la Premier League. Je parle pas des autres ligues. Si je veux juste voir les stats de Kevin De Bruyne tout au long de sa carrière, en 247 matchs en Premier League, on compte 65 buts, mais 109 passes. Je pense que Kevin De Bruyne est... Oui, il peut marquer des buts assez incroyables, mais c'est un passeur qui est absolument... pour moi, c'est dans le top 5, si c'est pas le meilleur passeur en ce moment dans l'ensemble de la Premier League. Écoute, j'ai une anecdote pour vous. Sur 2 joueurs qu'on vient de mentionner depuis quelques instants, sur Kevin De Bruyne et sur Mohamed Salah. Les 2 joueurs faisaient partie... Je vais vous poser une question. De quelle équipe ils faisaient partie autrefois? Les 2 joueurs. Les 2 faisaient partie de Chelsea. Ouais. Ça, j'allais dire. Chelsea avec Kevin De Bruyne et Mohamed Salah avec eux. Qu'est-ce qu'ils ont décidé de faire, Chelsea? Ils ont décidé de ne pas faire jouer ni l'un ni l'autre, d'envoyer en prêt Kevin De Bruyne à Wolfsburg en Allemagne, et puis d'envoyer Mohamed Salah, si ma mémoire est bonne, il était allé à Rome, avec l'AS Roma. Puis ils ont complètement abandonné les 2 joueurs. Après ça, Kevin De Bruyne a été vendu, tout comme Mohamed Salah. Imaginez-vous comment Chelsea aurait pu avoir un des meilleurs milieux de terrain, sinon, comme tu as dit, le meilleur milieu de terrain de Premier League ever avec eux. Puis,
un des meilleurs marqueurs de l'histoire de la Premier League aussi. Ça aurait été incroyable. Il n'y a pas juste les équipes comme Manchester United, comme on va parler plus tard, qui prennent des mauvaises décisions. Je crois que Chelsea, dans les dernières années, ont pris plusieurs mauvaises décisions aussi, puis ça se reflète au classement, malheureusement. Tu sais, Kevin De Bruyne, un des meilleurs milieux de terrain de la Premier League, mais je dirais aussi Erling Haaland, c'est pas en ce moment un des meilleurs joueurs au monde. Si je vais juste dans sa saison de l'année passée, la saison 2022-2023 en Premier League, c'est un record de 36 buts en 35 matchs. Et ça inclut 8 passes aussi. En Champions League, il y a eu 12 buts et une passe en 11 matchs. Tu sais, Erling Haaland, c'était littéralement le dieu du soccer, honnêtement. Ce gars-là marquait de tous les angles. Il faisait des succès partout. Ça a été plus difficile cette saison, mais on a vu un retour au jeu, dont ses 2 derniers buts à son dernier match. Donc, Erling Haaland et Kevin De Bruyne, c'est potentiellement le duo le plus dangereux du soccer en général aujourd'hui. Ouais, ça va être le fun parce que là, en plus, comme tu as dit, il est revenu aujourd'hui, marqué 2 buts. S'il est revenu, il est vraiment à 100%. Ça peut être très dangereux pour la fin de la saison. Puis ça peut aider Manchester City à justement remporter un autre titre de suite en plus, puisqu'ils ont remporté la saison passée. Moi, ce que je trouve ça bien, c'est que Mohamed Salah et Erling Haaland ont été blessés, puis malgré leurs blessures, sont quand même les 2 joueurs qui ont marqué le plus de buts présentement dans cette saison. Comme 16 buts, Erling Haaland, puis il a été quand même blessé un bon longtemps, je dirais, puis Salah qui est blessé présentement. Je trouve que Erling Haaland avait 14 buts aussi, ils ont joué aujourd'hui, puis il a marqué les 2 buts, ça fait qu'ils sont 16. Ça veut dire que ces 2 joueurs-là sont des buteurs. Si on continue dans une autre équipe de Manchester, la voisine de Manchester City, on va parler légèrement un peu de Manchester United, de ce qui se passe. C'est difficile depuis bien longtemps à Manchester United. Oui, ils sont 6e, ils ont réussi à gagner quelques matchs de suite, mais c'est difficile. Autant au niveau des performances sur le terrain que les performances hors terrain, que les relations entre joueurs et coach, c'est très difficile. Premièrement, je dirais que moi, j'ai l'impression que les propriétaires de Manchester United, de toute façon, là, ils vont changer de propriétaire. Ça a été vendu récemment, mais les anciens propriétaires, ça ne voulait pas évoluer dans cette équipe-là. C'est depuis le départ du grand Sir Alex Ferguson, un des meilleurs coachs en Angleterre qu'il y a eu, devinez combien il y a eu de coachs pour Manchester United. Il faut se rappeler que lui, Sir Alex Ferguson, il est resté coach de Manchester United pendant 27 ans. Est-ce qu'on compte plus que 10? On en compte presque plus de 10, on en compte 9. Il y a eu David Moyes, qui est maintenant le manager de West Ham. On a eu un ancien joueur de Manchester United, un des très bons milieux de terrain lui aussi, Ryan Giggs. Louis van Gaal, un ancien des Pays-Bas. On a eu l'un des meilleurs coachs, sinon le meilleur. En tout cas, si on lui demande à lui, il va penser que c'est lui le meilleur. José Mourinho. On a eu Ole Gunnar Solskjaer 2 fois, puisqu'il est revenu remplacer Mourinho. Puis après ça, on lui a donné un contrat. Malheureusement, ensuite, il s'est fait mettre dehors. C'est un autre ancien de Manchester United qui l'a remplacé, Michael Carrick. Ensuite, ça a été Ralph Rangnick. Et lui, en partant de Manchester United, a dit que le problème vient de l'interne. Donc, il a vraiment pointé que à l'interne, à Manchester United, ça va pas très bien. Puis depuis 2 ans maintenant, c'est Erik Ten Hag, le coach maintenant de Manchester United. Et plusieurs pensaient que cette saison, au milieu de la saison, il allait se faire remercier après la sortie de son équipe en Ligue des Champions. Finalement, il a réussi à rester. Ça va un peu mieux pour lui présentement, mais je pense vraiment que la culture à Manchester United doit être changée. J'ai déjà vu quelqu'un qui a dit « Les joueurs qui partent de Manchester United après leur carrière sont où? Qu'est-ce qu'ils font? Jouent-ils encore? » La plupart ne jouent plus. Ça en dit long sur la culture du football à Manchester United. Je pense vraiment que
il y a plusieurs choses qui doivent changer au niveau du staff et surtout au niveau des exécutifs qui s'occupent du club en haut. J'aimerais parler d'une autre équipe. Je retourne vers le classement. Donc, j'aimerais parler d'Arsenal qui est en ce moment 3e. Arsenal, si on recule de quelques années, au terme de classement, ça n'a jamais été vraiment très facile. Mais si on parle de la saison 2022-2023, on a fini 2e, juste en arrière d'Arsenal, avec quand même 5 points en arrière. Mais si j'arrive à la saison 21-22, en reculant, Arsenal, 21-22, on était en 5e position. 20-21, on est en 8e position. Ça, c'est dans le temps qu'Alexandre Lacazette était encore dans le club. En 2019-2020, on était encore 8e. Ça, c'est quand Pierre-Emerick Aubameyang est un des meilleurs joueurs qui a joué avec ce club-là dans les dernières années. Puis saison 2018-2019, on été 5e. Fait que je trouve qu'Arsenal, encore une fois, on a parlé tantôt un problème de constance. Au début de la saison, Arsenal était un des bons clubs, avec Tottenham d'ailleurs, qui était absolument excellent. Puis là, on a vu encore une fois une certaine déchéance. Je veux pas dire que c'est une équipe absolument pourrie, sauf que le problème de constance a souvent été un problème pour Arsenal et on le voit en regardant les stats des dernières saisons. C'est intéressant parce que au niveau d'Arsenal, ça ressemble un peu à ce qui se passe avec Manchester United. On se rappelle, il y avait le grand Arsène Wenger pour Arsenal dans les années antérieures. Puis depuis qu'il est parti, il y a aussi beaucoup de coachs qui se sont succédés au niveau d'Arsenal. Mais là, ils ont de l'air depuis, comme tu as dit, depuis 2 saisons, avec leur meilleur positionnement au classement, d'avoir trouvé le coach qui a leurs besoins en Mikel Arteta. Le seul truc, comme tu as dit, c'est vraiment la constance. Comme un peu Chelsea, je trouve qu'ils sont allés dans une voie où ils préféraient un peu plus la jeunesse qu'aux joueurs expérimentés. Il y a beaucoup de jeunes. Le capitaine Odegaard, très jeune. Bukayo Saka, très jeune. Gabriel Martinelli, très jeune aussi. Donc vraiment, on a entouré ces jeunes-là avec vraiment Gabriel Jesus en avant qui a un peu plus d'expérience. Leandro Trossard aussi. Je dirais au milieu de terrain, on a entouré le jeune milieu de terrain Odegaard avec un Jorginho, ancien de Chelsea, gagnant de l'Euro aussi. La défensive aussi, c'est très jeune du côté d'Arsenal. On a William Saliba en défense centrale qui est très jeune. Donc on a misé sur la jeunesse. Par contre, ça marche beaucoup plus qu'à Chelsea. À Chelsea, vraiment, c'est beaucoup plus difficile. J'ai l'impression qu'à Chelsea, c'est un problème aussi avec le coach, la façon dont il gère ses joueurs et tout. Mais c'est la persévérance et surtout la constance qu'Arsenal doit continuer à produire. Puis, écoute, si c'est pas cette année, ils ont des fortes chances d'encore l'année prochaine être dans la course. Puis on sait jamais. Ils ont fait beaucoup d'acquisitions cette saison aussi, mais on sait jamais. Une acquisition encore d'un attaquant ou d'un milieu de terrain, puis peut-être que tout va se régler pour Arsenal. Ils vont être capables enfin de réussir à gagner la Premier League. On sait pas, écoute, ils sont 3e en ce moment, 49 points, 5 points en arrêt de Liverpool. On sait pas, hein? On sait jamais ce qui peut arriver dans le monde du sport. Liverpool pourrait s'écrouler, Manchester City aussi, puis une remontée d'Arsenal. On sait jamais ce qui peut se passer dans le sport. Moi, je vais vous parler des équipes qui ont le plus de titres dans la Premier League. Là, il y a le Manchester United qui ont 13 victoires dans la Premier League. Chelsea en ont 5, Man City 4, Arsenal 3. Fait que je trouve ça un peu dommage pour Manchester United qui n'arrivent même pas à être dans le top 5. Ouais, c'est triste. Mais comme j'ai dit plus tôt, c'est vraiment... Les 13 titres ont été gagnés par Sir Alex Ferguson, en passant. Donc, c'est vraiment... Avec lui, il y avait vraiment une culture... c'était vraiment... Tu rentres sur le terrain, tu vas là pour gagner, pas pour perdre. Il n'y a aucune défaite. Tu vas à la guerre. Et depuis quelques années, avec Manchester United, malheureusement, c'est ce qu'on ne voit plus. Il faut se rappeler aussi qu'il y a 2 ans, ils étaient allés rechercher Cristiano Ronaldo de la Juventus.
Et puis, c'est justement Erik ten Hag qui faisait pas jouer Cristiano Ronaldo régulièrement, qui le laissait sur le banc. Puis Cristiano Ronaldo, c'est juste vraiment tanné de comment on le traitait. C'est triste parce que Ronaldo avait beaucoup de buts depuis son retour. C'est lui vraiment qui avait remis un peu Manchester United sur la map, comme on dit. Puis maintenant, c'est beaucoup plus difficile du niveau de l'attaque. On a des joueurs comme Garnacho qui fait bien. Récemment, Rasmus Højlund a recommencé à marquer sur une base plus régulière. Mais c'est quand même très difficile. Moi, je dirais qu'il y a plusieurs joueurs de Manchester United qui devraient quitter pour donner un peu d'argent et d'espace pour aller chercher des joueurs plus importants. Je pense entre autres à Anthony, qui fait absolument rien cette saison. Vraiment, c'est un total gâchis d'argent d'avoir été chercher ce joueur. Je pense aussi peut-être à Mason Mount qui vient de Chelsea, qui cette saison vraiment a eu des blessures, ça a été difficile. Aussi on a parlé, j'ai vu Casemiro pourrait quitter aussi. Ça va être intéressant de voir ce qui va arriver, mais ça prend vraiment un changement de culture puis un changement de personnel au complet à Manchester United si vraiment on veut revenir dans les bonnes grâces. On parle de culture, puis je trouve que vraiment, on parlait de Jürgen Klopp, le manager de Liverpool. Je trouve que il y a la même énergie que sur Alex Ferguson. C'est une culture du sport, c'est une culture du soccer. On joue pour gagner. Comme tu disais, Étienne, on s'en va à la guerre, on s'en va là pour gagner, on s'en va là pour mettre nos noms dans les livres d'histoire du soccer. Fait que, ouais, il y a énormément ça qui manque du côté de Manchester United. D'un Manchester United qui, comme tu as dit, il y a eu beaucoup de problèmes. Je pense d'ailleurs à Paul Pogba, qui était avec l'équipe il y a quelques années, puis lui et le coach, ça n'a vraiment pas été une histoire de conte de fées, disons. Je vais le dire comme ça. Ouais, mais si on pense, comme tu as dit à Jürgen Klopp, tu sais, je disais on va à la guerre, puis la défaite n'est pas acceptable. Il y a peu de coachs dans l'histoire au soccer où on peut dire que les joueurs iraient à la guerre pour eux. Je pense vraiment que Jürgen Klopp fait partie d'un cercle vraiment très étroit. Je dirais qu'avec lui, tu aurais José Mourinho, Carlo Ancelotti, Jürgen Klopp, et on pourrait mettre quand même Pep Guardiola, le coach de Man City, parce que il a quand même gagné partout où il est allé. Je dirais vraiment, ces 4 coachs-là, c'est une classe à part. Vraiment, quand Jürgen Klopp va quitter cet été Liverpool, ça va être très difficile pour eux de se relever. Premièrement, parce que ça fait 9 ans qu'ils n'ont pas connu un nouveau coach. Ils sont habitués à l'ambiance Klopp. Et je pense aussi que son départ va faire en sorte qu'il y a quelques joueurs de l'effectif depuis quelques années qui vont aussi partir. Moi, je pense que Mohamed Salah va partir. Si c'est pas cet été, ça va être l'été prochain. J'ai peur pour l'avenir, disons, de Liverpool dans les prochaines années. On n'est pas encore rendu là, mais je veux dire, avec un Jürgen Klopp qui part, qui est là pour ses joueurs, sa façon de jouer plaît à tous les joueurs qui sont présents avec lui. J'ai peur que, comme l'été passé, il y a des joueurs importants comme Firmino, comme Jordan Henderson, comme Fabinho, qui vont décider de quitter, d'essayer d'aller autre part. On a énormément parlé de la Premier League et maintenant il serait peut-être temps de passer à notre deuxième sujet pour essayer d'égaliser un petit peu. Donc maintenant, on va parler de notre film qui est V pour Vendetta. En résumé, le film se passe dans un futur semi-post-apocalyptique, mais davantage dystopique en Angleterre. On suit la vie de Evie, une jeune londonienne qui vit dans cette société dystopique, totalitarienne, dirigée par le chancelier Sutler et sa milice qui gouverne absolument tous les aspects de la vie et surtout qui a banni plusieurs aspects de notre vie commune, la religion, certaines ethnies, certaines orientations sexuelles. Et un soir où elle se fait presque agresser par cette milice, elle va rencontrer le justicier V, tout habillé en noir, armé de dagues et qui porte un masque de Guy Fawkes, un ancien voulu révolutionnaire de l'histoire de l'Angleterre,
qui mène une guerre seul contre le régime de Sattler et qui peut-être cache un secret lui-même et qui est peut-être en lui-même un danger. Moi, pour de vrai, j'ai beaucoup aimé le film. Je l'ai écouté récemment, puis c'était ma première fois. J'ai beaucoup aimé le film. Je le trouve très bon. Sinon, moi, je vais vous parler d'une scène que j'ai vraiment aimée. La scène où que Gordon a fait la genre de parodie sur tout ce qui se passait dans le monde dans ce film-là. Je trouve que c'était pas trop fort de sa part d'avoir fait ce genre de parodie. Puis aussi, une autre scène que j'ai beaucoup aimée, c'est lorsque V a fait le genre de test de confiance sur Evie, qu'il l'avait emprisonnée, puis la nourriture c'était presque lancé, puis elle a passé beaucoup de temps dans la prison, puis qu'au final, c'était lui qui avait fait ce genre de test-là. Moi, j'ai trouvé le film intéressant, c'est vraiment le fun. C'est un peu noir comme film, si on y pense. C'est toujours dans la violence, la méchanceté et tout, mais ce qu'on peut remarquer, c'est ce que j'aime beaucoup du film, c'est que malgré que V veut se venger, veut accomplir ce qui doit être accompli, on voit que malgré sa frustration, il souffre beaucoup. Puis on le voit surtout quand il rencontre Evie, ça change un peu sa perception des choses. En effet, on peut dire qu'il souffre, pas juste psychologiquement, mais physiquement, parce qu'en effet, on découvre qu'à ses origines, V, il était un des patients de Larkhill, qui était un centre médical employé par Sattler et son entourage avant qu'il ne monte au pouvoir, afin de créer, spoiler pour le film, by the way, une arme chimique, littéralement un virus qui est utilisé pour massacrer 100 000 personnes et avec lequel il a réussi à s'instaurer au pouvoir. Et dans à ce même endroit, Larkhill, il y a eu une grosse explosion, supposément causée par V, ce qui l'a laissé brûler sur l'intégralité de son corps. Mais une chose que j'aime bien à propos de cette scène, c'est quand le docteur qui fait la narration dit que j'essayais de voir son visage, mais je ne voyais rien. Et moi, j'aime bien l'idée qu'en réalité, V n'a littéralement aucun visage... J'aime bien beaucoup l'idée que V n'a en fait aucun visage sous son masque. C'est juste une masse de peau brûlée. J'aime bien cette idée-là. Pour ceux qui ne sont pas au courant, V n'est pas aveugle. Ce n'est pas un être qui a complètement perdu l'usage de ses yeux. C'est juste que, comme Raphaël l'a dit, dans le film, en tout cas, c'est littéralement juste une face noire. Mais il est complètement capable de voir. Puis on parlait de souffrance, mais tu sais, V, c'est autant une souffrance psychologique que physique. Tu sais, on le voit à plusieurs... par exemple, quand il cuisine, la scène où il fait un déjeuner pour Evie, on voit ses mains brûlées. Fait que ça, c'est évidemment un antécédent de ce qu'on va voir plus tard dans le film, quand il y a l'explosion, quand on voit son corps complètement mutilé par le feu. Mais ouais, Evie a complètement chamboulé sa vie. On parle d'un justicier masqué complètement solitaire qui se cache dans les métros de Londres qui sont complètement dévastés. Et cette fille-là arrive dans sa vie, puis il dit « Je suis tombé amoureux de toi. » On voit pas souvent ça, un justicier masqué complètement mystérieux, complètement fermé de ses émotions, parce que V est un homme de principe, un homme d'émotion. Mais on voit seulement ses émotions à la fin du film, quand il avoue son amour à Evie. Je trouve ça remarquable que un justicier peut se rendre à ce niveau d'émotion-là, et évidemment, la fin du film, évidemment, on parle du film au complet. La fin du film est très symbolique, tu sais, le fameux 5 novembre. Remember the 5th of November, qui est un peu le quote de ce film-là de Guy Fawkes en soi. Donc, le fameux parlement qui se fait complètement exploser. Donc, c'est une fin très, très symbolique et c'est un beau film. Tu sais, oui, c'est basé sur un comic book de DC Comics qui est souvent conçu comme des BD. Les BD de super-héros sont souvent hyper violentes, beaucoup plus que les films. Mais c'est ça, je trouve que c'est un film symbolique qui nous fait quand même réfléchir sur la réalité qui est de vivre sur Terre.
c'est pas seulement une fiction, mais ça se base aussi sur la réalité et je trouve ça très symbolique. Moi, j'aime ça des fois voir un peu plus loin de ce que le film nous montre seulement. Ce que j'aurais aimé aussi qu'il nous explique, c'est comment il a fait, parce que tout élaborer son plan en V, ça lui a pris 10 ans. Donc, j'aurais aimé qu'il nous parle un peu, qu'il nous montre un peu qu'est-ce qui est arrivé depuis que Larkill est passé au feu puis qu'il y a eu l'explosion qui est sortie jusqu'au jour où on le voit arriver dans le film. J'aurais aimé ça qu'il fasse un petit flashback un peu de ce qui est arrivé, comment il a réussi à survivre, comment il a réussi à apprendre tout ce qu'il a appris et tout. Sinon, le film est excellent. Non, je trouve que c'est une des meilleures adaptations d'une bande dessinée de tous les temps. Tu sais, ce film-là, ça fait plusieurs fois que je le vois, ça fait plusieurs fois que je l'analyse, et c'est souvent regardé comme un film, non seulement une bonne adaptation, mais le casting de ce film-là, wow! Hugo Weaving, qui joue le rôle de V, est absolument brillant. Tu sais, on utilise uniquement sa voix spécifiquement, parce qu'on voit pas le visage de l'acteur ou de V dans le film. Mais Hugo Weaving est absolument brillant, absolument charismatique, V excellent dans ce film-là, et j'aime ça. C'est un homme qui est purement solitaire dans ses façons de faire, donc c'est lui qui a tout élaboré, qui a tout élaboré le plan pendant 10 ans, il a tout fait ça tout seul. C'est fou, j'aimerais ça rencontrer la personne qui serait capable de faire ça. Mais c'est ça, c'est un film absolument remarquable, le casting, Natalie Portman, Hugo Weaving, John Hurt, qui joue le rôle du chancelier, qui a d'ailleurs joué dans un autre film qui parle de totalitarisme. Ce film est 1984, basé du livre de George Orwell. Petit fait cocasse. Tu sais, l'empereur Sutler, on peut comparer ça directement à Big Brother, tu sais, une super menace ou un super leader, en gros guillemets, qui regarde tout le monde, qui domine littéralement une population à lui tout seul, comme Big Brother qui efface l'histoire des livres, qui efface le langage, le fameux novlangue dans 1984. Donc je trouve que c'est un super lien à faire. 1984 et V pour Vendetta, clairement il y a eu de l'inspiration des Wachowski qui ont réalisé le film. Eh bien, sur ce, mesdames, messieurs, ce sera la fin de ce 4e épisode de Sur ce, bonne soirée. J'espère que nous vous avons divertis autant que nous vous avons éduqués sur les sujets dont nous avons parlé. Donc, encore une fois, merci beaucoup d'avoir écouté ce 4e épisode de notre podcast. Et nous vous reverrons la semaine prochaine. Merci beaucoup et bonne soirée tout le monde.